Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est la dernière émission de l'année en direct. Le lundi 24 et 31, vous allez avoir le choix de réécouter votre émission préférée. On en reparlera tout à l'heure. Vous aurez un choix de sondage sur Facebook. Quoi qu'il en soit, encore une belle émission ce soir. On va parler de la LNH Toulouse, 10e du championnat après sa défaite sur les terrains de Saint-Raphaël. Fait une partie de saison plutôt délicate. Valentin Porte, ailier droit de Toulouse, et fraîchement appelé par Claude Onesta, sera notre premier invité dans quelques minutes. On enchaînera avec la déroute de l'équipe de France féminine à l'Euro. Ce sera notre débat. Olivier Crumbles est-il toujours l'homme de la situation? Réponse en milieu d'émission avec normalement Valérie Nicolas et Thomas Guillon d'Elsport. Et on finira forcément cette dernière émission de l'année par notre expert de Pro D2, Sébastien Mongin, nous dira tout sur cette division, ses tops, ses flops, et nous donnera également les sets de la JPH. Donc une grosse émission en perspective, la Dream Team au grand complet. Rémi Salou avait été de la partie avant le déplacement de Tremblay face à Ivry. Ça a encore porté chance à l'équipe de Benoît Perabou. Bonsoir Benoît. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, j'avais mis toutes les chances de notre côté en invitant deux Tremblaysiens à cette émission et RTS nous a encore porté chance, tant mieux. Et puis vous le retrouvez tous les mercredis avec Xavier Coulon dans Liberté pour les auditeurs. Stan Aguilar est avec nous. Bonsoir Stan. Bonsoir à toutes et à tous. Et forcément, avec quelques jours de retard, on souhaite un excellent anniversaire à Michaelides et on est très fiers d'avoir chaque lundi le meilleur joueur du mois de novembre avec nous. Alors Michael, tout d'abord, joyeux anniversaire, c'était samedi je crois. Ouais, merci. Et puis surtout aujourd'hui tu as été élu meilleur joueur du mois de novembre. Alors c'est toujours une distinction assez sympathique. Je sais qu'on a dû te poser au moins 10 000 fois la question aujourd'hui, mais quand même tes premières impressions. Bah écoute, c'est un grand plaisir, hein. On avait fait le lobby sur internet pour que je sois élu. Ça fait plaisir d'avoir été autant suivi. Maintenant, comme je l'ai dit à beaucoup de monde, pardon. Ça enlève pas la déception d'avoir perdu à Célestat et d'être toujours dans la charrette au classement à la moitié de la saison. Donc c'est un peu difficile à encaisser et c'est sûr que ce petit trophée personnel remonte un peu le moral. Donc on est très fiers d'avoir tous les lundis, de t'avoir tous les lundis, Mika. On en reparlera après de ton match, mais tout de suite on va recevoir Valentin Porte. Je crois qu'il est déjà avec nous. Bonsoir Valentin. Ouais, bonsoir monsieur. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Donc vous avez Benoît Perabou avec nous, Michaelides, vous avez pu l'entendre, et puis Stan. Donc j'imagine que vous connaissez via les terrains de la LNH tout ça, monsieur. Oui, j'ai joué plusieurs fois contre eux, il me semble, oui. Alors, avant de parler de l'actualité, on va rapidement retracer votre jeune carrière. Alors, vous avez commencé à l'âge de 6 ans au HBC Toury. De 6 à 14 ans, vous avez joué gardien de but. Alors, est-ce que c'était un choix du coach ou alors c'était vous qui avez décidé de jouer gardien? Non, en commençant le handball, voilà, hein, on trouve vite son poste. Moi, c'était gardien, donc j'ai fait, on va dire, les beaux jours du HBC Toury au but jusqu'à 14 ans. Et après, en étant gaucher et à l'époque un peu petit, on va vite sur le terrain, quoi. Alors, à 17 ans, vous êtes parti du côté de Chartres-Mainvilliers pendant 2 saisons. La première en National 2, durant laquelle vous avez obtenu la montée, et la seconde en National 1. Alors, j'imagine que vous gardez des excellents souvenirs de ces 2 saisons passées à Chartres. Ouais, complètement, parce que c'était vraiment un groupe génial. Ça reste encore de très bons amis. Je les revois souvent et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'ils font, du projet qu'ils ont. Donc je les suis de très près, quoi. J'irai les voir en rentrant en fin de semaine, quoi. Et puis, vous rejoignez le centre de formation de Toulouse à 18 ans, club dans lequel vous jouez actuellement. Alors, pourquoi déjà Toulouse et pas un autre club? J'avais plusieurs propositions, donc j'ai fait avec mes parents un tour un peu des centres de formation, et c'est vrai que Toulouse donnait pas mal de temps de jeu aux jeunes joueurs, donc j'ai dit pourquoi pas. En plus c'est dans le sud, c'est le soleil, moi ça me changeait un peu de ma campagne chartraine, on va dire, donc ça me permettait de découvrir autre chose, et aujourd'hui j'ai bien fait, je pense.
Alors justement, en parlant de Toulouse, vous venez de vous incliner d'un tout petit but face à Saint-Raphaël. On va revenir un peu sur ce match-là. Euh, une rencontre où votre équipe a toujours couru après le score avec un début de match très très difficile, Valentin. Ouais, complètement. C'est vrai que on commençait bien les matchs jusque-là, et là, bah, on s'est complètement loupé en défense, mais bon, on a réussi à trouver quelques ressources pour revenir, et comme tu as dit, courir après le score, mais bon, il nous a manqué beaucoup de rigueur pour espérer s'imposer, quoi. Notamment sur la fin dans le Money Time, quoi. Ouais, échouer d'un but, ça doit être rageant quand même, hein. Ouais, bah c'est frustrant, hein, surtout quand on s'est battu tout le match pour revenir à égalité et échouer à un but alors qu'on a largement la place de ramener un point, c'est sûr que c'est toujours rageant, quoi. Alors, j'ai cru entendre que vous étiez blessé dans ce match-là, Valentin? Oh, blessé, non, bah un coup, quoi, ça fait partie du jeu, quoi. Un coup dans le ventre, c'est rien, c'est les aléas du métier, on va dire. C'est la routine. Alors, Ouais, c'est la routine. Toulouse actuellement 10e dans ce championnat, j'imagine que c'est pas la première partie de saison que vous visiez, hein. Ouf, oui et non, c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes cet été, on a fait pas mal de contre-perfs, mais aussi de très beaux résultats, donc aujourd'hui on est sur une pente ascendante, on reste sur de bons résultats à Dunkerque, Ivry à la maison, même contre Saint-Raphaël on fait une bonne prestation. Après bon, ça paye pas, mais je pense qu'on est en train de se trouver collectivement, et on va vite rebondir pour les matchs retour, quoi. Alors, on entend souvent évoquer via quelques journaux la dépendance à Jérôme Fernandez. Est-ce que ça vous énerve pas trop? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, bah c'est sûr qu'au début, quand on gagne pas de match et que Jérôme n'est pas là, on remet ça vite sur son dos. Mais bon, après, on a quand même prouvé que sans lui, on était capable de faire de bons résultats. Après, c'est sûr que quand on a un joueur comme Jérôme dans l'équipe, ça va quand même beaucoup mieux, quoi. Michael? Ouais, Valentin, il y a eu une grosse crise quand même en début d'année avec ces histoires financières et Patin Couffin. Il y a Roquefellio qui est reparti. Est-ce que toutes ces recrues, notamment le pivot, la Ziyech, qui arrivait un peu des pays de l'Est, ont réussi à s'intégrer, mais malgré ça, est-ce que ça les a freinés un peu dans leur intégration? Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile pour vous de préparer cette saison? Si, complètement. C'est vrai qu'on démarre avec une très belle équipe, donc avec Rock, Mia, les nouveaux. On arrive en stage et là on reçoit un mail comme quoi notre président démissionne et qu'il nous laisse je ne sais pas combien d'euros de trous, quoi. Donc c'est sûr, ça fout un coup au moral. Et moi je pensais à ces recrues avec Rock et Mia, les pauvres qui viennent d'arriver et qui vivent ça. Pour commencer une saison, bah c'est toujours dur, hein. Tu l'as vu contre Rex, on était vraiment pas au niveau encore, donc ouais, non, que dire. Après, j'en ai pas discuté avec eux, mais je pense que les pauvres ils se sont dit dans quel bourbier on s'est mis, quoi. Et Rock, il est parti de son plein gré, ou est-ce que c'était inévitable par rapport aux soucis financiers du club? Bah, un peu des deux, hein, parce que bah, voilà, lui voilà, avec la rigueur qu'on lui connaît, voilà, lui s'il vient là, c'est pour être joué, être le meilleur et être payé, quoi. C'est vrai que et ses soucis d'entrée, il a dit ben non les gars, vous êtes pas réglo, moi je m'en vais, quoi. Donc je le comprends, et bon bah d'un côté ça a aidé un peu le club, et lui ça l'a aidé aussi. Donc bon bah on a fait ça, quoi. C'est dommage parce que c'était une super recrue, quoi. Et on a parlé un peu de coupe dans les salaires des joueurs. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que vous avez tous eu des réductions de salaire? Et ouais, c'est bien vrai. On a tous dû baisser nos salaires pour sauver le club, on va dire. D'accord. Bravo à vous. D'ailleurs, c'est gentil, ouais. D'ailleurs, non, sportif, hein. D'ailleurs, Valentin, est-ce que Toulouse va se renforcer pendant cette mini trêve? Non, c'est pas prévu, et on en a pas. Je pense pas qu'on en ait le besoin, donc non. Alors, votre contrat, je crois qui court jusqu'en 2014, c'est ça? Oui. Et après, est-ce que vous envisagez de rester à Toulouse, de peut-être partir ailleurs, rester en France, un championnat étranger? Est-ce qu'il y a un club qui vous plairait? Ah, moi je suis actuellement en discussion, donc c'est vrai que moi j'ai des envies, j'ai un plan de carrière, on va dire, personnel,
et le club a des envies aussi, donc on en discute et puis on va essayer de trouver un terrain d'entente, quoi. Parce que voilà, moi j'ai envie de viser le très haut niveau, l'Europe, donc j'espère qu'avec Toulouse on pourra l'atteindre et c'est la question que je pose aux dirigeants, quoi. Alors, il y a une petite question sur le chat qui nous demande si vous avez des nouvelles de Jérôme Fernandez. Oh oui, j'en ai, oui. oui, non, bah il va très bien. Ça fait un petit moment qu'il s'entraîne avec nous. Son pouce réagit très bien. Il s'est échauffé avec nous ce week-end, mais bon, on n'a pas pris de risque en l'alignant. Je pense qu'il aura un peu de temps de jeu contre Célestat, mais sans prendre de risque, parce qu'on connaît tous les échéances qu'il y a au mois de janvier. Donc, sans prendre de risque, je pense qu'il reviendra, quoi. Donc on va en reparler tout à l'heure, hein, des échéances. Benoît, je crois que tu avais quelques questions. Ouais, salut Valentin. Je voulais savoir un peu comment se passait la concurrence. On sait qu'elle est assez rude sur le poste d'ailier droit avec Pierrick Schell. Donc, vous partagez souvent quand même les temps entre les demi-temps. Donc, comment ça se passe? Comment le coach vous gère? Est-ce que c'est pas la performance ou est-ce que vous avez des rotations plus assez régulières? Non, bah c'est par la performance, hein. C'est vrai que l'année dernière j'avais un coup de moins bien, j'ai pas joué j'ai joué très peu pendant un mois et demi. Là, bah cette année, je trouve que je débute bien, donc c'est moi qui commence et qui joue un peu plus, mais voilà, c'est en fonction de la performance et de l'état de forme du joueur, quoi. Non, il y a pas de préférence au point de vue du coach, quoi. Et on t'a vu aussi de temps en temps évoluer sur le poste d'arrière. Est-ce que c'est, vu ton gabarit en plus, c'est tout à fait possible, mais est-ce que t'as eu une formation d'arrière à une période de ta carrière ou est-ce que c'est pour dépanner que tu peux jouer ce poste-là? Ouais, c'est, on va dire, complètement dépanné parce que j'ai déjà eu pas énormément de formation d'ailier. Alors, non, c'est vraiment pour dépanner. Si le jeu de l'équipe adverse se prête à ça, je peux dépanner parce que voilà, je suis pas un gros tireur de loin, mais je vais pouvoir peut-être amener un peu de percussion. Donc non, c'est uniquement pour dépanner, quoi. Alors, on va passer maintenant du côté de l'équipe de France. Vous la connaissez un peu quand même parce que vous avez obtenu votre première sélection en moins de 18 pour un tournoi en Tunisie, il me semble. Et depuis, vous avez pratiquement jamais quitté ce maillot bleu. J'imagine qu'être en sélection comme ça, espoir, ça a dû pareil être des souvenirs inoubliables. Bien sûr, parce que voilà, que ça soit espoir, jeune ou la pouponnière, ça reste le maillot de l'équipe de France, jouer pour son pays, c'est comme tu dis, c'est des souvenirs inoubliables et puis un groupe qui vivait bien ensemble, on a vécu des tristesses, des joies et c'est quelque chose de génial, quoi. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, quoi. Et vous voilà appelé par Claude Onesta pour les stages de préparation mondiale. Alors tout d'abord, comment vous avez appris votre sélection? Est-ce que c'est par média? Est-ce que c'est votre coach? C'est après un entraînement. Après un entraînement, je passais au bureau du club pour 2-3 questions et puis c'est le président qui m'a pris à part pour m'annoncer la nouvelle, quoi. Et donc j'imagine grande fierté de rentrer dans cette équipe. Ouais, grande fierté et une joie immense, et un grand honneur. C'était, ouais, je sais pas comment je peux qualifier ça, mais c'était vraiment magique, quoi. Magique sûrement. Alors il y a des fans hein, sur le chat, dont Norman qui nous dit, alors je sais pas, peut-être que vous connaissez. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais... Pour l'anecdote, Valentin en jeune jouait une mi-temps gardien et la deuxième à l'aile, c'est ça? Ouais, c'est un collègue contre qui je jouais en jeune dans la région de Chartres. C'est vrai que oui, voilà, ce sont des petites anecdotes de ma jeunesse. Hein. Alors pour venir un peu à cette sélection, j'imagine que maintenant le plus dur ça va être rester dans ce groupe-là. Est-ce que maintenant qu'on y rentre comme ça, ça serait quand même dommage de rester à la porte du mondial en Espagne? Bien sûr, moi, si je vais quelque part, enfin si je suis appelé quelque part, c'est pour me donner à fond et jouer ma chance à fond. Donc, moi, c'est sûr que j'y vais pas pour faire du tourisme. Donc je vais y aller, jouer ma chance à fond. Et puis bon, si j'ai la chance d'être appelé pour ce mondial en Espagne, ce sera tout simplement magique, quoi. Et puis si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Hein, je continuerai à travailler pour un jour vivre une compétition, quoi. Surtout que vous avez quand même Daouda Karaboué et Jérôme Fernandez qui peut vous donner quelques petits conseils. Est-ce que vous en avez parlé un peu avec eux?
Oui, un petit peu, c'est sûr, parce que bon, il y a quand même un peu de pression pour moi, donc j'essaie d'avoir quelques infos et il me les donne gentiment. C'est vrai que les avoir dans le groupe avec moi, bah voilà, je me sentirais pas trop seul, quoi. Et pas trop peur du bizutage? On va dire que non. On verra quand on y sera. Alors, je crois que Stan vous a préparé quelques petites questions décalées, Stan. Bonsoir Valentin. Je vais te tutoyer pour que l'ambiance soit conviviale. Donc, je vais te demander ton meilleur souvenir en tant qu'handballeur. En tant qu'handballeur, mon meilleur souvenir. Ouais, ça va sembler bizarre, mais ce sera peut-être le seul titre que j'ai gagné en moins de 18 régional avec mon club du HBC Toury, quoi. C'était vraiment, en plus c'était ma dernière année au club de Toury avant que je parte, donc c'était vraiment un souvenir super avec ma bande de potes, quoi, avec qui j'ai grandi. Le pire? Le pire, ça a été je pense l'élimination cet été avec pour ma dernière compétition avec mon groupe d'équipe de France junior alors qu'on était tout proche du carré final et en plus en étant capitaine j'ai pris vraiment mal et voilà, c'était vraiment la fin d'un cycle, quoi. Le club où tu aimerais jouer? Bah, moi j'aime beaucoup le championnat allemand et c'est vrai qu'une équipe comme Berlin me plairait, je pense, ouais. Celui où tu n'irais jamais jouer? Ça c'est une très bonne question. J'ai pas réfléchi, mais je dirais dans un club espagnol au jour d'aujourd'hui. Ah, il y a un peu. La crise. Il y a plus d'oseille là-bas. Ils sont revenus au pesetas en plus, donc. Le joueur qui t'a le plus impressionné? Cette année? Le joueur qui t'a le plus impressionné? Ouais, cette année. Cette année, pour rester dans le championnat de France, je pense que c'est Alberto Insares. D'accord. Donc je vais te faire aussi des petites questions, réponses vite fait, tu choisis l'un ou l'autre. Par contre, malheureusement, il n'y a pas de joker. Attends, juste avant, j'en aurais une petite, moi. Vas-y. Il paraît que tu joues un peu au golf. Je voulais savoir si, comme tous les gauchers, tu étais droitier pour tout le reste ou si t'es un vrai gaucher. Alors, ce qui est étonnant, je suis gaucher pour tous les sports de ballon et droitier pour tous les sports de raquette ou golf, quoi. Voilà, vous êtes vraiment chelous, les gauchers. Donc, on va dire que je suis pas un vrai gaucher. Alors, pour aller dans ce sens-là, moi aussi, je voulais te poser, savoir si t'étais, quel handicap tu étais, et puis si t'étais meilleur que Jérôme, parce que j'ai vu des photos qui traînaient où vous jouiez ensemble, donc. Aujourd'hui, je suis handicap 14 et Jérôme, au jour d'aujourd'hui, hélas, ne m'a jamais battu, quoi. Ah, voilà. Non, moi, je suis moins 14. C'est-à-dire qu'il me faut 14 balles pour aller sur un parcours. J'étais à plus que ça au début. Allez, Stan. Allez, Chartres ou Toulouse? Comment? Chartres ou Toulouse? Toulouse. beIN Sport ou Canal+? Canal+. Caraboué ou Fernandez? Pas de joker, on a dit? Non, malheureusement. Fernandez. PG Handball ou Montpellier? Montpellier. Benoît Perabou ou Michael Illes? Allez, on va rester solidaire avec les ailiers, Michael Illes. Excellent. Bien, ça. RTL ou RTS? RTS, bien sûr. Merci. Et puis, bien sûr, Valentin, la petite phrase que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous, je vais essayer de m'appliquer. Ici Valentin Porte, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ici Valentin Porte, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Merci Valentin. C'est parfait, Valentin. Un petit mot quand même. Est-ce que l'élection de Michael Illes est méritée au vu de ses trois entre guillemets adversaires lors de cette élection du mois de novembre?
Ouais, mais bien sûr c'est mérité parce que voilà, en plus Aix, bon bah ils sont pas très très bien en ce moment, donc c'est une super récompense pour lui quoi. Donc bravo et j'espère qu'il y en aura d'autres quoi. Ouais, Merci. on l'espère tous. Merci Valentin d'avoir été avec nous, c'était super sympa. On vous souhaite bonne Mais chance merci à vous. avec votre équipe de Toulouse, bonne chance avec l'équipe de France et pourquoi pas rendez-vous au mondial, on l'espère. Et ben on espère tous. Merci beaucoup en tout cas. Merci, et donc tu as bien le bonjour de Norman, hein. C'est confirmé. Ah ouais, c'est gentil. Faudra lui renvoyer. Ah, il doit t'écouter, donc c'est parfait. Et t'as le Ouais, bonjour bah, et t'as le j'irai bonjour le voir. d'Albert. Très bien, ça marche. Bon, merci beaucoup. Merci Ciao, Valentin et Valentin. passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Ah, voilà, Valentin Porte qui était avec nous, c'était sympathique, un sympathique interview d'un joueur qu'on. La question piège, est-ce que c'est mérité l'élection de Michael? T'as cru qu'il allait dire non, Bon, Un imposteur. Ça se fait pas. on sait pas. J'ai tenté, tiens, bah d'ailleurs, Mika, tu fais un petit peu le malin, mais Stan t'a préparé aussi une série de questions hein, pour cette élection qui quand même a une bonne mise en lumière aussi pour Andé, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Allez Stan, je te laisse avec Mika. Attention. Ouais, mais Mika, ça va être l'interview sans langue de bois, hein. Je sais que tu l'es, hein. Donc, concentre-toi. Quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné? Alors quoi, cette année Ouais, cette année. contre qui j'ai joué peut-être? Ouais. Bah, je vais même pas te dire Paris parce qu'on a fait un match assez intéressant contre eux. Peut-être Tremblay du coup cette année. Mhm. Celle où tu t'es le plus baladé. Alors, on se balade jamais vraiment en LNH et même en Pro D2, mais j'ai été assez à l'aise en deuxième mi-temps contre Billière. Quel est le joueur qui t'a posé le plus de problèmes? Je pense que ce sera Toiti ce week-end, enfin ce mercredi. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros adversaires. Luc Abalo un petit peu qui est toujours désagréable à défendre, mais j'appréhende un peu. J'avais dit Toiti ce week-end. Celui où tu t'es régalé? Non, il y en a pas. Allez, Quel vas-y, est- dis-le. Allez, balance. Bah ouais, Non, lâche-toi. parce qu'il y en a pas eu. Si, je vais te dire si le gardien de Billière parce que j'ai réussi quand même 6 sur 6 au penalty, et il a touché pas mal de ballons et donc c'était un peu rageant pour lui. Quel est l'arbitre qui t'a le plus énervé? Allez, Mais gonzesse. tu sais quoi, c'est même pas les sœurs Bonaventura parce Ah. que c'était ce week-end et c'était vraiment scandaleux. Je sais pas comment ces mecs-là peuvent arbitrer en LNH. Quel est le club que tu voudrais aller jouer? Dans lequel j'aimerais aller jouer? Ouais. Dans mes rêves les plus fous, ce serait Barcelone parce que je suis catalan et que j'adore le Barça et que c'est ouais, un très grand club. Mescon Club. Quel est le... Non, ça, je l'ai dit, quel est le club que tu voudrais? Celui que tu ne voudrais jamais aller jouer. Je voudrais jamais aller jouer. J'ai envie de dire Billière. un club d'Allemagne de bas de classement de D2, tiens. Équipe de France ou ex-sauvé? Équipe de France, ex-sauvé sans hésitation. D'accord. Stan ou Ludo? Ou Ludo? Les salauds. Stan ou Ludo? No comment. Ouais, on va voir. Ludo pour te faire chier un peu. Benoît Perabou ou Sébastien Mongin? Ben en tant que journaliste et Blond en tant que joueur parce que je trouve que c'est vraiment un très beau joueur à regarder jouer. C'est vraiment un joueur de handball très esthétique. Tu m'as jamais vu jouer de mi-centre, c'est pour ça. Ah, on a perdu Stan. Non, je suis là. PSG Handball ou Montpellier? PSG handball ou Montpellier? C'est dur ça. Montpellier parce que ça reste quand même
les valeurs du handball, tout ça, c'est encore très présent à Montpellier, alors j'ai peur que ça commence à disparaître un peu à Paris. Voilà, super. Merci, sans langue de bois, comme d'habitude, c'est pour ça qu'on t'aime. Bon, Merci. Allez, salut. Ouais. Salut. Tu peux y aller. Ouais, il y a une petite dernière question, et ça c'est pour faire chier un peu Mika. Jean-Marc Ayrault ou Gérard Depardieu? Jean-Marc Ayrault, même si c'est tous les politiques sont un peu moisis, j'ai envie de dire, et que ça avance pas très bien dans ce monde en ce moment. Bon, on a fait, ouais, effectivement, on va reparler de handball, hein, c'est un sujet qui fâche pas au moins. Bah du coup, bah on va parler peut-être, si, un sujet qui fâche, et bah, c'est cette défaite, Mika. C'est cette défaite face à Célestat, 36-30. Alors, on a suivi un peu sur le direct live, sur le direct de la LNH, vous avez bien suivi et d'un seul coup, on a pu vu Aix pendant 15 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période, Mika? Oui, t'as la lumière. Ben, pour tout avouer, j'aurais aimé revoir le match. Il est pas encore en ligne parce que on a tous un peu pas compris à quel moment on a lâché, pourquoi on a lâché. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a vraiment pas été aidé par les arbitres. Bon, on va pas se cacher derrière ça parce que je pense que Célestat a fait le travail comme il fallait. Mais l'arbitrage était vraiment scandaleux. Il y a même Christian Meyer qui est venu voir notre capitaine à la fin du match, limite pour s'excuser, qui trouvait que c'était pas normal non plus. Donc, mais mettons ça de côté. On a plutôt bien défendu et on n'était pas mauvais en attaque en première mi-temps. En deuxième, on tient 10 minutes et d'un seul coup, bon, je pense, le gardien y est pour quelque chose. Je pense, on a un peu moins bien attaqué et nos arrières ont été en échec sur full-up, le gardien. Et il a fait des arrêts assez improbables avec des moments où il était complètement à l'opposé du ballon et il arrive à la sortir en laissant traîner une jambe. Enfin, il a été plutôt bon et nous assez mauvais dans notre repli. Alors je sais pas si c'est dû au fait qu'on faisait des changements attaque-défense mais pendant 5-10 minutes, on a pris la foudre à se faire arrêter les ballons presque à deux mains d'un côté et à prendre la contre-attaque de l'autre côté et rajouter à ça, on prend, je crois, 6 exclusions de 6 fois 2 minutes en deuxième mi-temps. C'est impossible de jouer quand on est la moitié du temps à un de moins, voire à deux de moins. Ce qui te donne un petit goût, entre guillemets, amer à ton titre de meilleur joueur du mois de novembre de LNH. J'imagine que tu l'aurais aisément échangé contre 2 points. Ouais, exactement. Un gros goût amer même, parce que c'est vrai que si on avait gagné à Célestat, plus ce petit trophée individuel, ça aurait été vraiment la fête ce week-end. Et là, je suis limite, j'ai limite pas envie de parler de ce trophée parce que c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Alors, je crois que Benoît, t'as quelque chose à dire. J'ai un petit message personnel de la part d'un jeune joueur du nom de Teddy Shai qui te rappelle que sans lui, tu ne serais pas arrivé à ce titre de meilleur joueur parce qu'apparemment c'est lui qui t'a tout appris. Donc je sais pas si tu veux revenir sur ça. Ouais, mais c'est vrai que quand Non, c'est faux, c'est pas possible. il est arrivé à Angers, je n'étais rien et il m'a tout appris. Mais Notamment. alors, pour finir un peu sur toi, Michael, une année 2012 quand même, avec meilleur joueur, meilleur ailier gauche de Pro D2, t'as marqué le plus beau but, toute compétition confondue, t'es monté avec Aix, c'est quand même une année 2012 enfin voilà, une année 2012 que t'es pas prêt d'oublier, quoi. Jusqu'où Oui, ira-t-il? oui, c'est si on veut, mais bon. À côté de ça, j'ai un genou dans la boîte à gants avec de l'arthrose, j'ai une infection au coude. Donc non, la montée en LNH, un gros moment de bonheur. Maintenant, ces 6 premiers mois en LNH sont quand même relativement durs à vivre. Le groupe vit plutôt bien, mais on commence à ressentir un peu des tensions dues au manque de résultats. Maintenant, on sait qu'on a une deuxième partie de championnat un peu plus, pas facile, mais un peu plus abordable pour nous, en recevant des équipes contre qui on peut espérer prendre des points. Donc, ce sera à nous de faire le travail en deuxième partie de saison.
Alors pour finir avec ce trophée, c'est vrai qu'on a pas mal d'auditeurs ont vraiment pubé pour qu'on vote pour toi. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui ont voté pour toi, Mika? Oui, oui, je me suis déjà exprimé sur les réseaux Envoyer de sociaux l'argent. Voilà, faites des dons maintenant. en remerciant tout le monde. Et c'est sympa de voir qu'on est soutenu comme ça. Et encore une fois, cette élection, c'est surtout du lobbying. Un gros lobbying du club, un gros lobbying de Handé. J'ai joué dans pas mal de clubs, donc c'est De sûr. Life in Sport. De Life in Sport, exactement. Donc c'est sûr que c'est surtout du réseau et c'est sympa de voir que les gens ont suivi. Ouais, Et bah, Honnêtement, est-ce que tu penses quand même à l'équipe de France parce que tu commences à atteindre un niveau, on va dire, super. T'enflamme pas, Tan. Ouais, mais quand même, est-ce que tu y penses quand même? Est-ce que Non, tu pas te du dis tout. ça va être pour moi là? Absolument pas. J'en ai pas la prétention. Maintenant, j'ai 30 ans. J'arrive pas en fin de carrière, parce qu'on voit que des gens comme Benoît Pérabou arrivent à pousser, mais je suis Un plus sur pouce le à point rouler. et je ne verrais aucun intérêt à ce qu'on me prenne en équipe de France. Si j'étais sélectionneur, je miserais plutôt sur des jeunes comme Desca ou Buteau, qui est un peu moins jeune, mais tout aussi talentueux. Donc non, c'est pas du tout un objectif. J'avais plus ou moins un objectif dans ma carrière, c'était de jouer une compétition européenne. Je l'ai toujours pas fait, donc en espérant que le club de Aix se développe assez vite pour que je puisse jouer une Coupe d'Europe avec eux. Maintenant, l'équipe de France, non. Et puis, ça donne un peu moins de crédibilité à la question que l'USA pose à tous les joueurs du mois. C'est pas parce qu'on est joueur du mois une fois que on est tout de suite légitime pour une quelconque sélection nationale. alors, on a quand même été, enfin, par rapport à Audrey Tuzlana, c'est vrai que Ben, on en parlait. Vanessa, on l'a bien battu là, pour une fois, en ce qui concerne un peu Plein, ce. plein de Ouais, mais couture, pour ouais. cette fois, ils avaient fait le boulot. Il y avait la petite vidéo aussi d'Audrey qui était sympa. Eh ouais, 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 tout à mais fait. comme quoi, tu vois, les réseaux, hein, C'est plus fort que tous maintenant, ça y est. Et euh, en place. allez, pour finir un peu avec ce match-là, Benoît, Célestat sont vraiment très forts à domicile. Ouais, même. Et au-delà de domicile, ils ont un jeu qui est assez atypique. C'est des joueurs qui ont pas mal de métiers, savent garder la balle longtemps, impriment un faux rythme, mais ne perdent jamais pied. Même s'ils sont derrière, ils sont capables de revenir dans le match. Il n'y a pas souvent de quoi. Ils arrivent à faire un jeu égal pendant longtemps avec les équipes. C'est vrai que et puis après, si les gardiens sont en chauffe, derrière, il y a quelques joueurs qui vont très vite vers l'avant. Donc, c'est une équipe qui, malgré tout, arrive à s'en sortir et de manière assez intéressante, avec malgré son effectif quand même un peu réduit. Allez, on va passer vite fait en revue les autres matchs. Alors forcément, il y en a un qui a tout compris, c'est inviter un joueur pour que l'équipe gagne après. Alors sur le chat, on nous demande pourquoi vous n'avez pas invité un Chambérien, parce que Chambéry-Montpellier, Montpellier-Chambéry, pardon. Donc, et ben Rémi Salou est venu et bah voilà, Tremblay a gagné à l'extérieur. Ça a été un match âpre, un match vraiment très très serré jusqu'au bout, mais dans le Money Time, Tremblay a fait la différence. 26-25 face à Ivry et le nouveau président qu'on salue s'il nous écoute. Belle victoire de Tremblay qui se relance pas mal dans ce championnat, un sixième, donc belle perf. Ouais, c'est bien d'enchaîner là. On a enfin obtenu notre première victoire à l'extérieur. C'était quand même, il était temps. Donc comment Pour, ça va se passer, Ben? Est-ce que Tremblay va nous envoyer de l'argent? je pense que là, on va faire des dons aussi, nous. Non, non, mais c'est vrai que c'est très bien pour Andé. Si ça peut être un argument de plus pour faire venir nos invités, on va avoir des listes d'attente bientôt. Donc, non, non, mais ouais, pour revenir sur ce match, ça a été, comme tu l'as dit, pas spécialement le plus beau match de handball qu'on a eu l'occasion de jouer, mais c'était un vrai derby avec beaucoup d'intensité, voilà, d'âpreté aussi dans les contacts. Et puis, on a réussi à gérer ce Money Time un peu mieux que les autres fois. Et c'est vrai qu'à un moment, on pensait être décroché, parce qu'ils avaient pris un avantage de 3 buts à 17-14, je crois.
Mais malgré tout, on a su revenir assez rapidement et le doute n'a pas eu le temps de s'installer. Et c'est vrai qu'on est resté au contact pendant tout ce match, même si Ivry l'a quand même dominé par rapport au score notamment, mais pendant un long moment. Mais malgré tout, dans les dernières minutes, on a su passer devant et on s'est encore fait peur jusqu'à la dernière minute, même dernière seconde avec un tir à l'aile, mais l'arbitre a sifflé une zone qui était fort justifiée. Et donc on a pu repartir de ce match avec 2 points et donc pouvoir voir à nouveau vers le haut et arrêter de se poser la question de savoir qui était en train de revenir sur nous. Et là vraiment voilà, pouvoir entamer ces quelques jours avant ce nouveau derby contre Paris dans les meilleures dispositions. Match de gala, hein, tu l'as dit, contre Paris. Et On a perdu Ludo et tu l'as tué. Non, Tremblay m'a tué. Non, je disais en off parce que mon micro était coupé, désolé. Match de gala, hein, Tremblay Paris, on y sera avec. Non, justement non. On veut pas que ce soit un match de gala. Bah, on préférait que ce soit un match de tranchée et puis qu'on repart avec 2 points. Quoi qu'il en soit, notre envoyé spécial, Julie Massy, sera du côté de Tremblay pour s'enquérir un peu de vos réactions d'après-match de Paris et de Tremblay. On va vite fait voir un peu ce qui s'est passé. Pas de grosse surprise hein, dans cette 12e journée. Chambéry s'est imposé à Cesson 31-23. Montpellier s'est imposé avec du mal hein, quand même face à Créteil 35-33. Mika, Montpellier avec le retour des entre guillemets bannis l'affaire, on va pas revenir dessus, mais on sent que Montpellier est revenu sur le devant de la scène. Ouais. Ils sont bien calés derrière le PSG et je pense qu'ils vont pas vouloir lâcher cette place qu'à la fin de la saison. Ils ont récupéré à Cambrai, ils vont pas tarder à récupérer Gréby, donc ça va commencer à vraiment tourner. Maintenant, reste à savoir le futur de Nico, mais bon, ça, je pense qu'on n'en saura pas plus avant quelques mois, donc à voir ce qu'ils vont être capables de faire avec ou sans lui sur cette fin de saison. Alors on va pas faire un peu d'ironie, mais est-ce que vous avez un avis sur l'issue du match entre Montpellier et Chambéry, messieurs, qui est quand même l'équipe qui gagnera ce match sera Dauphin de Paris, hein, Ben? Ah, Montpellier quand même à domicile reste favori, je pense. Chambéry a vraiment eu du mal ces derniers temps à enchaîner les matchs. Là, heureusement, ils ont fait une belle prestation à Cesson. Même si ça s'annonçait pas gagner d'avance, ils ont réussi à vraiment faire une grosse prestation et vraiment un écart assez important avec un club quand même qui reste toujours ambitieux. Je parle de Cesson notamment. Mais voilà, Montpellier à domicile avec l'équipe qui commence à avoir en plus de ces joueurs des rotations voilà, très, très importantes, reste pour moi favori sur cette rencontre. Même avis, Mika, Montpellier qui devrait logiquement, peut-être pas, mais l'emporter face à Chambéry. Ouais, surtout que Chambéry est un peu fatigué dernièrement, même s'ils ont fait un gros match à Cesson. Là, on a vu que avant ça, ils avaient eu quelques soucis, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc la tendance s'inverse un peu. Chambéry en forme en début d'année, Montpellier avec ses problèmes, et là Chambéry en perte de vitesse et Montpellier qui redevient petit à petit Montpellier. Donc ça va être serré, certes. Je pense que Montpellier s'imposera. Voilà, donc Montpellier, s'il s'impose, serait le Dauphin de Paris. On l'a dit, hein, Paris qui s'est imposé face à Nantes. Hein, ils lâchent rien, les Parisiens, 31-29. C'est un match qui s'est joué aussi un peu dans les dernières minutes. Il y a Dunkerque aussi qui s'est imposé face à Billiard, 37-22. Ivry-Tremblay, on l'a dit, 25-26 pour Tremblay. Saint-Raphaël-Toulouse, on en a parlé tout à l'heure avec Valentin Porte. Donc si vous étiez en retard, vous pouvez retrouver le podcast dès demain. Hein. C'était une interview bien sympathique. Saint-Raphaël-Toulouse 32-31 et on l'a dit, hein, Célestat ex 36-30 au classement, ça ne bouge pas beaucoup, tout le monde garde un peu sa place, hein, Paris premier. Pour aller dans mon sens un peu sur les arbitres, je sais pas si vous avez regardé le match Paris-Nantes, mais encore une fois, les deux arbitres là, je sais même pas leur nom, c'était vraiment pas du très haut niveau et ils ont été
aussi mauvais d'un côté que de l'autre, ce qui fait que finalement les deux coachs sont sans arrêt en train de s'énerver et c'est de la surcompensation, de la surenchère. Donc il y a peut-être pour un futur débat un problème d'arbitrage dans ce championnat et oui. faudrait y réfléchir. On en parlait un peu avec les dirigeants ce week-end. Les arbitres sont pas encore pros forcément, donc il y a vraiment un sujet à discuter là-dessus. Bah justement, en parlant d'arbitre, je sais qu'il y a un des meilleurs, je ne sais pas si vous allez peut-être confirmer ou pas, arbitre français, en l'occurrence Thierry Dens, qui nous écoute souvent, régulièrement, et qui est content parce qu'il va arbitrer ton prochain match justement, et c'est le premier qu'il arbitre Oui, c'est vrai. d'Aix-en-Provence. Donc il nous a laissé un petit coucou sur Facebook en disant qu'il était très content et en espérant qu'il tombe sur un très bon Michael Illes. Donc voilà, C'est gentil. le mot Mais est En tout passé. cas, là, Oula, vous allez être sûr oula, d'avoir une... n'en dis pas trop, ça risque de faire polémique là. Pour contrebalancer, il y a par contre de très bonnes paires d'arbitres comme justement Dens Rebel, Reveret, Pichon qui nous ont arbitré en début d'année 2 fois aussi que j'ai vraiment trouvé excellent. Moreno, Serrano, même si c'est pas toujours facile de discuter avec eux, ils commencent à vraiment être bons dans leurs décisions. Bader Weber, il y a vraiment une différence entre des pairs qu'on sent confirmés, avec qui on peut parler, qui parfois font des erreurs, mais c'est normal, et des pairs qui paraissent souvent perdus dans les matchs, quoi. Et donc on lance l'invite, on en reparlera peut-être sur un débat sur l'arbitrage et pourquoi pas inviter Thierry. On a déjà eu Non, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, Ouais. et ce problème-là de professionnalisme, c'est toujours récurrent. Et c'est vrai que toi, quand tu t'entraînes 8 à 10 fois semaine, et que c'est deux personnes qui ont décidé du sort du match, et souvent à tes dépens, c'est très frustrant, et voire pire. Ouais, restons calmes. C'est vrai que Voilà. ça va être. Donc on va lancer l'invitation aux arbitres et pourquoi pas essayer d'avoir encore Thierry Dens, hein, comme l'année dernière. C'était assez sympathique et puis ça met aussi en lumière des acteurs majeurs quand même d'un match de hand qui peuvent faire tourner à cause de leurs décisions peut-être injustifiées des clubs, hein, notamment ça peut aller très loin, hein, jusqu'à une descente pour des mauvaises décisions. Donc voilà, c'est le débat est lancé. Mika, justement en parlant de débat, on va enchaîner peut-être. Stan, je pense que c'est ok d'enchaîner. Pardon, Ben, Valérie Nicolas est-elle ok? Alors, je l'ai eu, oui, elle doit arriver chez elle incessamment sous peu, donc Donc, on va donc, peut-être commencer, et puis elle nous rejoindra, j'espère. donc pour info, Valérie Nicolas venait juste d'atterrir à 20h à Nice, donc de Serbie. Donc on l'aura tout à l'heure pour nous parler de notre grand débat. Le temps pour moi d'inviter Thomas Guillon d'Elsport, le spécialiste des sports féminins que vous pouvez retrouver tous les mercredis à l'antenne. Si je vois connecté, je le rajoute. Alors c'est du direct, messieurs. Donc pas de panique. Voilà, Thomas Guillon, il est là. Hop, on va le rajouter. Puis on va parler un peu de cette équipe de France qui nous a malheureusement un peu déçus. Hein, faut dire les mots. Donc si Benoît, tu pouvais juste appeler Thomas. Donc, notre débat avec Thomas Guillon et Valérie Nicolas qui va pas tarder à nous appeler. On va parler d'équipe de France féminine. Après l'échec des JO, l'échec de l'Euro est-il de trop? Souffre-t-on de malchance ou sommes-nous tout simplement pas au niveau? Doit-on reconduire le contrat d'Olivier Crumbles qui se termine fin décembre? On va débattre, donner notre avis. Et la première question qui se pose, vu la belle finale quand même, belle finale au niveau du jeu de la Norvège et du Monténégro, la France finit 9e. La France est-elle à sa place tout simplement? Y a-t-il vraiment un débat? La question qu'on se pose, et je vais pourquoi pas, Benoît, te donner déjà la question. Est-ce que la France qui finit 9e est-elle à sa place ou peut-elle espérer mieux? On a toujours envie moi, je suis assez toujours autant chauvin, donc j'espère toujours que cette équipe de France a le potentiel pour figurer mieux que ça sur des compétitions internationales. Maintenant, on peut pas juste se réfugier derrière une grosse défense et du jeu rapide. Tant que le jeu offensif de l'équipe de France sera aussi pauvre, la France ne pourra pas prétendre
à des places plus importantes dans les grandes compétitions. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal de questions à poser à Valérie sur ce sujet notamment parce que c'est quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre. Moi, j'ai un petit élément de réponse déjà. J'ai pas vu la finale, mais apparemment c'était du très haut niveau. Et je pense qu'en équipe de France, malgré le fait qu'elle se voit, je sais plus si c'est 90 jours par an ou un truc comme ça, je trouve qu'il y a vraiment pas de jeu d'attaque intéressant. Et quand on sait que en féminin, c'est quand même plus difficile de tirer de loin, de marquer des buts de loin, et en équipe de France encore plus, j'ai l'impression, ben, il faut se débrouiller pour trouver des solutions sur les extérieurs, dans les intervalles. Et j'ai pas l'impression que le travail soit dans ce sens-là. Il y a des ailières qui sont vraiment très fortes à la finition et on les sert pas assez. Et je pense qu'il y a un vrai problème de tactique d'équipe c'est pour ça qu'elles sont toujours derrière les équipes comme la Norvège ou le Danemark où le jeu est vraiment bien léché. Et est-ce que le niveau de la LFH n'est pas trop faible aussi par rapport au niveau des joueuses justement par rapport à ce jeu offensif? Sans doute, et en plus c'est un championnat à 10 équipes quoi. Elles ont pas beaucoup de matchs dans l'année. Normalement, elles devraient avoir plus de temps pour se regrouper en équipe de France. C'est ça qui est contradictoire parce que voilà, il y a la Golden League qui est en place, donc il y a de plus en plus de rendez-vous internationaux, ce qui est un bien au fond, mais c'est vrai que avant on pouvait se cacher un peu derrière le fait que l'équipe de France n'avait pas de gauchère. Elle a joué très longtemps avec deux pivots, avec une arrière droitière, donc c'est vrai que là on pouvait comprendre que le jeu était déséquilibré, que c'était compliqué d'avoir un jeu cohérent en attaque. Mais là, ils sont même amenés à jouer avec une demi-centre gauchère. Donc là, il y a pléthore de gauchères. Donc moi, j'aimerais vraiment connaître le plan de jeu de l'équipe de France, connaître un peu ce qui est mis en place. Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler avec Valérie, parce que c'est des choses qui m'interpellent et où j'ai pas de réponse. Justement, on va peut-être pouvoir poser la question à Thomas Guillon, le spécialiste des sports féminins qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Thomas. Et bonsoir à tous, bonsoir, merci pour cette nouvelle invitation et au passage j'aimerais féliciter Michael Illes pour son titre acquis de meilleur joueur du mois dernier. Bravo. Merci. Alors Thomas, la première question, on l'a posée à tout le monde et d'ailleurs Stan nous a pas donné son avis. Est-ce que l'équipe de France qui finit 9e est-elle à sa place ou peut-elle espérer mieux? Elle peut tout à fait espérer mieux. Maintenant, effectivement, c'est un petit peu chaud pour l'emporter au vu du niveau de jeu, notamment de la Norvège lors du tour principal et donc du Monténégro, entre autres. On a vu effectivement deux équipes largement au-dessus du lot. On avait effectivement craint un petit peu cette jeunesse danoise aussi. Finalement, il ne leur a pas manqué grand-chose. La Serbie à domicile a été boostée parce qu'à domicile, et en plus, c'est pas une équipe forcément qui vient de débarquer. Comme le disait justement à l'instant Benoît et Mika, c'est vrai que le système de jeu a été assez compliqué. Là, clairement, on peut le voir par exemple pour Nina, qu'on connaît très bien, Nina Kanto, qui est pivot et qui n'a eu que 15 frappes, que 15 jets dans toute la compétition, ce qui est très très peu pour un pivot. Et ce que regrettait beaucoup d'ailleurs Olivier Crumbles finalement. À côté de ça, on est beaucoup passé par les ailières. Ouais, effectivement, hein, une maladresse peut-être au niveau de l'attaque, une défense sur certains matchs qui laissait peut-être à désirer, surtout une grande absente, c'est Amandine Leno hein, qui a fait vraiment défaut dans cette équipe de France. Alors on va passer, Valérie Nicolas est dispo, on va juste passer un tout petit jingle, le temps de pouvoir l'appeler et bien de se caler. Pourquoi? Parce qu'elle vient juste à peine d'arriver chez elle, après un long voyage, j'imagine usant et surtout avec pas de résultats pour l'équipe de France, ça va être encore un peu plus long. Et puis on se retrouve allez, vous en avez l'habitude maintenant, dans à peine 30 secondes peut-être, voire une minute, et puis on se rejoint avec toute l'équipe pour notre débat, et on enchaînera avec Sébastien Mongin pour la Pro D2. Allez, à tout de suite. Allez, de retour avec notre invité Valérie Nicolas sur le sujet de l'équipe de France justement. Bonsoir Valérie et merci d'avoir encore accepté l'invitation. Bonsoir. Alors, la question que je posais, c'était la première, l'équipe, alors est-ce qu'on souffre de malchance ou vraiment sommes-nous tout simplement vraiment à notre niveau en finissant 9e de cette compétition? Valérie,
qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que l'équipe de France peut vraiment espérer mieux dans des compétitions telles que l'Euro ou le Championnat du Monde ou les JO? Bon, en fait, moi, mon avis, c'est que la 9e place, non, ce n'est pas la place de l'équipe de France, c'est certain. Toutes les équipes craignaient l'équipe de France avant cet Euro, sachant qu'après les Jeux Olympiques, d'habitude, les équipes renouvellent, ils repartent avec des jeunes ou repartent sur un cycle de 4 ans. Et là, l'équipe de France, nous, on était parti en fait sur à garder les mêmes joueuses, donc on attendait de l'équipe de France beaucoup et toutes les équipes nous craignaient. Et malheureusement, en finissant 9e, non, ce n'est pas la place de l'équipe de France, ça c'est sûr. Alors comment, avec un peu de recul, analyser cet échec quand même? Parce que, comme vous l'avez dit, on était favori. On n'a même pas passé le tour principal, même pas qualifié en demi. On est tombé. Le match contre le Danemark nous a fait très mal cette défaite. Ouais, c'est vrai que le match contre le Danemark a fait très mal et a fait douter les filles. C'est vrai qu'elles étaient restées sur un échec en quart de finale aux Jeux Olympiques et c'était au niveau de l'aspect mental, c'est sûr qu'elles ont eu du mal à s'en remettre. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut pas tout mettre sur ce facteur-là, l'aspect mental et l'échec de cet été. Je pense que les filles ont repris avec leur club, avec d'autres objectifs également, et que là, elles auraient dû battre le Danemark notamment, et puis arriver pour moi, l'idéal serait été qu'elles arrivent en demi-finale. Après, on ne sait pas ce qui arrive sur une fin de compétition, mais là, elles auraient dû arriver pour moi en demi-finale. Alors, vu le niveau de cette finale, est-ce qu'on peut avoir quand même quelques regrets? La finale, elle était vraiment, vraiment fantastique. Moi, j'ai eu la chance de la commenter et j'étais scotché. C'est vrai que j'ai déjà vu des matchs mieux que ça, mais pas énormément. C'était un super match et puis en plus avec du suspense. Il y avait deux belles équipes. Il y a eu des choix tactiques de la côté des entraîneurs. Il y a eu des joueuses qui se sont mis en avant. On a vu des superbes buts. Non, c'était vraiment une superbe finale. Alors, est-ce que la France avait sa place dans cette finale? Je sais pas, mais à mon avis, si l'équipe de France était montée en charge, elle est capable de jouer dans ce registre-là. Malheureusement, actuellement, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres qui font qu'elles ne peuvent pas jouer dans ce registre-là. Alors, Olivier Crumbles. Quels sont les facteurs? Vas-y. Il y a beaucoup de facteurs. Moi, j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs, des équipes étrangères, avec des personnes, qui étaient là, qui étaient restées jusqu'à la fin de l'Euro et qui comprennent pas forcément l'échec de l'équipe de France. Je pense que déjà, il y a une remise en cause à se faire de la part des joueuses. Il y a des joueuses qui n'étaient pas à la hauteur de l'Euro, des joueuses qui n'étaient pas en forme. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles s'entraînent trop, pas assez? Est-ce que physiquement, voilà, elles n'étaient pas au meilleur de leur forme? Ça, c'est une évidence que les joueuses doivent également regarder comment elles étaient et évaluer leurs performances, parce que je pense que certaines ne sont pas assez lucides et regardent plus leur temps de jeu ou leur performance individuelle que l'aspect collectif. Donc le handball, ça reste un sport collectif et si c'est la copine qui brille, c'est pas grave, je suis là pour l'aider et c'est elle qui brille, peut-être que demain ça sera moi. Donc déjà dans l'équipe, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas toutes sur la même longueur d'onde. Donc à mon avis, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Et après au niveau du staff entre le staff c'était pas forcément une super entente non plus au niveau du staff. Donc ça met pas dans un climat de confiance, un climat de confiance, ça c'est sûr, pour l'équipe. Après, voilà, moi, je suis pas à la place des dirigeants de la fédération, mais il y a des questions forcément à se poser. Il me semble que le président de la fédération va se les poser, est en train de se les poser. Donc voilà, il y aura un retour à faire et il faudra que tout le monde donne son avis et échange et aide cette équipe de France, parce qu'il y a forcément des joueuses de qualité et c'est quand même dommage de finir 9e dans cet Euro, parce que c'est vraiment un échec. Est-ce que tu n'as jamais été sollicité justement par la Fédé pour essayer d'apporter quelque chose de ton expérience? Non, j'ai jamais été sollicitée par la fédération. Moi, il y a des joueuses qui viennent me voir d'elles-mêmes et qui me parlent de problèmes qu'elles ont. Donc, j'essaye de les aider à mon niveau, mais voilà, en restant vraiment à mon niveau, parce que je suis pas là, je suis pas dans le staff et je suis pas là pour ça. Donc voilà, je prends vraiment du recul, mais comme c'est des potes, voilà, ça m'embête vraiment de les voir en galère et qu'elles se battent pas en équipe. Donc, j'essaye de les bouger un petit peu, mais voilà, c'est pas suffisant, c'est sûr. Est-ce que tu penses que le niveau de la LFH est suffisant pour pouvoir ensuite prétendre à des compétitions de cette envergure? Je pense que la LFH cette année peut-être un petit peu moins faible, puisqu'elle a perdu il y a des joueuses françaises qui sont parties jouer à l'étranger, donc elle est peut-être un peu plus faible, mais c'est un bon championnat qu'il faut pas dévaloriser. Je pense qu'il est vraiment, il est bon, pas extraordinaire, mais il est bon et qu'il y a moyen de sortir et d'avoir une belle équipe de France, j'en suis sûr. Et on disait justement qu'il y avait de plus en plus de rassemblements avec les Golden League et tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, je trouve le jeu offensif assez pauvre.
Et C'est autant même une très période, pauvre, ouais. il y avait pas de gauchère, donc voilà, on avait des excuses. Mais là maintenant, je pense que sur tous les postes, il y a vraiment de la qualité. Après, il y a des types de joueuses qui sont assez complémentaires, comme Signaté qui sur des défenses plus aplaties et Mendy plus dans des duels. Donc on a vraiment des complémentarités sur les postes. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment pauvre quoi ce qu'on propose. Ouais, c'est pauvre, effectivement, c'est pauvre. Et puis même dans le choix du 6 contre 5, le 6 contre 5, toutes les équipes le connaissent, ce que fait l'équipe de France sur le 6 contre 5. Ça fait plusieurs années que toutes les équipes, enfin, que le staff de l'équipe de France propose ça. Il n'y a plus aucune surprise. Donc il faudrait déjà arriver à varier le 6 contre 5, à proposer d'autres choses et à varier un petit peu le jeu. Ça fait des années que voilà, toutes les équipes bossent sur la vidéo et sont pas débiles, quoi. Donc toutes les équipes, forcément, analysent le jeu. Donc il faut travailler, proposer autre chose. Le fait qu'il y ait des Golden League, c'est bien. Ça propose des matchs, mais par rapport à ça, c'est du temps de perdu par rapport au travail. Les joueuses, elles ont l'habitude de jouer ensemble. Ça fait longtemps qu'elles se connaissent. C'est pas des débutantes, donc elles se connaissent bien. Donc à la rigueur, ce qu'il faudrait travailler, c'est sur des points précis tactiques qu'il faut qu'elles travaillent peut-être en dehors de ces matchs amicaux où je trouve qu'il y en a pas mal. Et peut-être qu'il faudrait des périodes de matchs amicaux et des périodes vraiment de travail pur où elles ne travailleraient que ça. Alors justement Valérie, donc là on regardait un petit peu les statistiques et les matchs de l'équipe de France à l'Euro et on voyait effectivement que le jeu penchait énormément à gauche, on sollicitait très peu donc le côté droit, la relation avec le pivot était quasiment inexistante, Nina Canto a touché très peu de ballons, a eu très peu de shoots. Est-ce que au final c'est cette carence et cette tendance à pencher complètement à gauche, donc sur Signaté ou Baudouin par exemple, qui a engendré ce déséquilibre et éventuellement ces défauts de défense qui nous ont fait du tort dans les Money Time par exemple? Ouais, c'est sûr que les équipes, elles analysent, voilà, si vous les avez analysées et vu que l'équipe de France penchait à gauche, c'est forcément que les équipes adverses aussi savent ça. Donc du coup, forcément, elles sont plus attentives sur notre côté gauche de l'attaque. C'est certain. Donc elles mettent elles font en fonction des défenses qui sont adaptées aussi. Il faudrait rééquilibrer. Pourtant, on a des gauchères de qualité avec Camille Aiglon, Alexandra Lacrabert, Marie-Paul Niabouillou. Ça devrait pouvoir peser du côté droit. Mais si nos arrières gauches ne sont pas très efficaces, du coup, ça, elles ne peuvent pas non plus à elles tirer toute la couverture. Donc c'est difficile. Le jeu de l'équipe de France en attaque, il est difficile. Et puis le jeu avec le pivot, on n'arrive pas, à vraiment casser la défense adverse, poser des blocs, et aider soit nos arrières. Donc il y a forcément des choix ou des choses qui sont pas pertinentes et on retrouve toujours les mêmes carences. Donc c'est que ça évolue pas ou très 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 doucement et en tout cas ça évolue pas assez vite à mon goût. Alors justement, Valérie, ça évolue pas assez vite. Vous parliez de choix. On sait très bien que le contrat d'Olivier Crumbles doit se terminer fin décembre, me semble-t-il. À titre perso, est-ce qu'il serait judicieux de le reconduire ou alors vraiment aller autre part vers une autre philosophie de jeu et prendre un autre sélectionneur pour l'équipe de France? A priori, son contrat, il va jusqu'à Rio 2016, d'après ce que j'ai compris, il va jusqu'à Rio 2016. Après, il peut y avoir une évaluation après le mondial l'année prochaine, si les filles se qualifient au mondial. Donc voilà, après ça c'est le choix de la fédération. Olivier, il est compétent, il a des compétences indéniables. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il s'essouffle un petit peu. Ça fait 14 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France et honnêtement, voilà, je crois qu'il faut un petit peu changer, bien que voilà, je reste persuadée qu'Olivier est compétent et a apporté à l'équipe de France. Mais je pense que même par rapport à l'équipe, je pense que ça va redonner une autre dynamique. Actuellement, il y a une dynamique qui est cassée. Alors je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais ça serait bon de changer de staff à mon avis, malgré leurs compétences et le fait qu'ils arrivent qu'ils aient apporté quatre finales d'un mondial sur ces 14 années. Alors hormis Benoît Pérabou, forcément, mais est-ce qu'il y a des noms qui circulent un peu pour Benoît Pérabou me plairait bien, donc je vais essayer de glisser un petit mot au président. C'est sûr que ça serait évident. En plus, il se sentirait comme un poisson dans l'eau avec toutes ses filles. Je le vois très très bien. Sinon, il y a des personnes là actuellement, ce que j'entends dire, ouais, mais qui est-ce qu'on peut mettre si jamais Olivier arrête? Je suis persuadée qu'il y aura des candidats et je suis persuadée qu'il y aura des gens compétents. Ne serait-ce que d'apporter un nouveau souffle et de changer un peu les méthodes, ça fera un bien fou aux filles et ça les fera un peu toutes se bouger un petit peu plus. Donc voilà, quel que soit le nom, à la rigueur, je m'en fous un petit peu. C'est vraiment une dynamique, c'est vraiment pour apporter autre chose. Et encore une fois, c'est pas dû à l'incompétence d'Olivier, c'est vraiment dû à un nouveau souffle. Je pense qu'il est temps d'avoir dans cette équipe.
Ouais, moi je suis complètement d'accord. Un nouveau discours et voilà, Tout à fait. repartir sur. Ouais, je pense que ça paraît important. Bah justement, avant de finir, Thomas, je sais que toi, on en a parlé en off, pour toi, il faudrait continuer avec Olivier Crumbles. Alors, dis-nous pourquoi. Oui, effectivement, continuer avec Olivier Crumbles. Et j'avais, moi, effectivement, un nom qui me venait en tête et qui me semblerait, en tout cas, qui me semblerait être une personne, pour moi, presque idéale. Ce serait éventuellement Sébastien Gardiguiou. J'aimerais avoir l'avis de Valérie par rapport à cette personne sur un rôle possible de sélectionneur de l'équipe de France. Bah, Sébastien, c'est un entraîneur, enfin, il était avant dans un pôle. Il a entraîné 2 ans donc à Metz, et là il commence sa 3e année seulement en tant qu'entraîneur à Nice. Moi, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il connaît énormément de choses, il est très compétent lui aussi. Il connaît le niveau international, il connaît les jeunes, il connaît tout le monde, il connaît énormément de choses. Mais je pense qu'il faut le laisser un petit peu, faire ses gammes dans un club, et ensuite pour plus tard, pourquoi pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu tôt, surtout qu'il a été dans le staff lui de l'équipe de France, et je pense qu'il faut le laisser travailler dans un club, voir ce qu'il peut apporter. Lui, il apprendra également des choses parce que dans sa relation avec les joueuses, il a également à progresser, et je pense que actuellement c'est pas l'homme qu'il faudrait, mais pour plus tard, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il forcément il faudrait un homme ou une femme? Non, pas forcément un homme, ça peut être une femme, mais par contre dans le staff actuellement il y a plus de femmes là, puisque Dina Borsos a arrêté. Ça faisait un petit moment qu'elle était en difficulté avec le staff technique et qu'il y avait des soucis dans le staff, donc enfin voilà, il y a eu un commun accord de se séparer. Mais pour moi elle avait son rôle primordial d'être une femme, de connaître le handball, d'être le manager de l'équipe et de connaître bien les joueuses et de nous aider quand on était en difficulté, chose que le staff technique qui était où il y avait seulement des garçons ne comprenaient pas forcément. Donc c'est important. Donc ça me dérange pas que ce soit un homme ou une femme, mais je pense que dans le staff il faudra avoir une femme, parce que je pense que c'est bien d'avoir également une femme dans ce staff. Thomas? Alors oui, j'avais une dernière question pour Valérie en rapport avec les propos d'Olivier Crumbles aujourd'hui, qui déclarait qu'il était certain que l'équipe de handball français, notamment le handball français féminin, serait le meilleur au monde autour de 2020-2025. Est-ce que ça c'est tout à fait utopique pour toi, Valérie, ou est-ce que c'est possible? On sera mort en 2025. Non mais c'est bien s'il arrive en 2000. C'est bien, il a géré sa place, ou il veut garder sa place qu'en 2020 ou 2025. Donc c'est bien, c'est qu'il travaille autour de lui. Non, je plaisante. J'en sais rien, je sais pas du tout. Moi, j'ai déjà du mal à savoir ce qu'elles feront l'année prochaine. Donc je sais pas la suite, je sais pas les jeunes qu'il y a, je sais pas comment ça se passe. Bon là, j'ai aucune idée. Là, je peux absolument pas dire. Là, ça c'est. Et puis je sais pas si quelqu'un peut le dire. Le championnat de moins de 15, il est bon ou pas? C'est la question, quoi. Valérie, dernière petite question sur le chat, c'est si on vous proposait la place, vous seriez intéressé? Non, j'aurais pas les compétences. On m'a déjà dit, on m'a déjà parlé. Non, j'aurais pas les compétences techniques, tactiques pour mener un Mais groupe. il paraît que c'est pas forcément ce qu'il faut pour être sélectionneur. Et quelqu'un qui en parlait pour les hommes. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, il faut avoir quelqu'un qui a ce rôle. Oui, non, mais c'est pas faux dans cette idée par rapport aux garçons. C'est vrai que c'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, faire partie du staff éventuellement, d'apporter mes connaissances après en tant qu'handballeuse, gardienne de but, pardon, et d'être là du fait du rôle que je sois une femme, pourquoi pas. Mais bon, je pense que voilà, pour l'instant, je viens d'arrêter le handball. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté l'équipe de France, donc c'est bien aussi qu'il y ait une coupure et que voilà, pour éventuellement revenir peut-être aussi plus tard, mais ça sera pour le futur également, et peut-être pas pour l'instant. Bon, et puis vous êtes mieux sur Handé, enfin sur Sport Plus, et puis accessoirement sur Handé, quoi. Merci, c'est gentil. Bah écoutez, merci Valérie de nous avoir un peu éclairé sur cette situation. On espère que les filles vont rebondir assez rapidement. C'est vrai qu'ils doivent passer une période difficile, donc mais on doute pas, c'est des championnes et on espère les retrouver assez rapidement, puis on verra. Tout à fait, effectivement, il faut trouver les bonnes personnes, et puis voilà. On a perdu Valérie, je crois. On avait fini, c'était parfait. Merci. Oui, parfait, très bien. Ouais, c'était super simple. Allez, on va tout de suite parler de la page Pro D2 avec Sébastien Mangin. Alors Sébastien, t'étais pas là la semaine dernière, donc on va s'enquérir un peu de ton état de santé. Comment vas-tu? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. J'ai fait une intoxication alimentaire, donc du coup j'étais au fond de mon lit lundi et mardi, mais bon, j'ai bien récupéré, ça va mieux, donc tout va bien. Bon, on a fait un peu la page Pro D2 avec Benoît et Mika la semaine dernière. Et ben on croit que ça
porte pas trop chance de pas être à l'antenne parce que Chartres n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Besançon, 26 partout. J'imagine que Ouais. une petite Ouais, déception. effectivement, du coup, on a la semaine dernière déjà, j'étais pas là, mais on avait perdu à Angers. Malgré un bon match, surtout une bonne première mi-temps où on a mené de 5 voire 6 buts, il me semble. Voilà, on n'a pas pu ramener de points d'Angers. On manquait sûrement de rotation sur ce match-là, puisqu'on était parti à 12. Bon, ça a été un petit peu compliqué sur la fin de match. Et puis là, contre Besançon, on n'a pas su se détacher dans les moments où on pouvait le faire, notamment les périodes où on menait 3-4 buts. Pour essayer de tuer un peu le match. Besançon, de toute façon, c'est une équipe qui est en bas de tableau et qui, du coup, était venue jouer sa chance crânement en se disant qu'ils avaient rien à perdre. Et on n'a pas été capable de les empêcher d'espérer dans le Money Time. Et puis après, effectivement, une équipe comme ça qui n'a rien à perdre dans le Money Time est toujours très dangereuse. On s'en est rendu compte. Bon, en plus, on s'est retrouvé en double infériorité, donc c'est-à-dire à 4 contre 6 dans les 2 dernières minutes. Et du coup, je pense que finalement, le match nul sur la physionomie de ce Money Time, on s'en sort bien, même si sur le match entier, on aurait dû l'emporter. Alors, du coup, vous perdez votre place sur le podium au profit de Dijon, qui lui s'est imposé, et ça, c'est une belle victoire à l'extérieur sur le terrain de Vernon, 31-28. Ouais, effectivement, moi, c'est la Pro D2 qui fonctionne un petit peu comme ça, hein. Les équipes qui réalisent de bonnes séries se retrouvent propulsées dans le haut du classement. C'est le cas pour Dijon qui reste sur une série de 3 victoires consécutives et du coup il s'installe seul à la 3e place du classement. Là contre Vernon, ils ont mené le match de bout en bout grâce à leur arrière droit hongrois Redej qui a mis 10 buts et surtout Nebojša Stojinovic qui fait 18 arrêts avec 3 pénaltys stoppés. Vernon n'a pu donner la réplique, certes privé de Quintalé et de leur gardien titulaire opéré du genou, mais on sent que la trêve arrive à point nommé pour les Normands qui finissent avec une 4e défaite consécutive et une 9e place. Donc effectivement, Vernon aura joué de 2 séries dans cette première partie de championnat puisqu'ils ont commencé avec une spirale négative, puis positive et puis là négative. Donc je pense que la trêve arrive au bon moment pour cette équipe qui on le disait tout au long de cette première partie, manquait un petit peu de rotation. Et là, du coup, sur la fin, ça se fait sentir avec quelques blessés et pas mal de défaites. Ouais, ça s'est confirmé. Alors, il y avait le choc entre le premier et le deuxième. On se demandait qui allait enchaîner 2 défaites consécutives. Et c'est Mulhouse qui s'est incliné, qui a pris vraiment cher sur le terrain de Nîmes, 31-21. Et Nîmes qui décolle un peu avec 2 points d'avance au classement. Ouais, effectivement, c'était le choc de la dernière journée des matchs allés avec Nîmes qui s'est imposé facilement face à des Alsaciens pourtant très à l'aise à l'extérieur avec 5 succès lors de cette première phase. Mais la deuxième mi-temps fut fatale aux Mulhousiens. Après avoir été mené de 2 buts à la mi-temps, ils se virent distancés de 8 buts à un quart d'heure du terme. Sorina, puis le jeune Juvenel qui pallie brillamment à la blessure de Damien Skasianoc, petit problème musculaire, et qui offre un succès aux Gardois qui leur permet de passer les fêtes seul en tête de la Pro D2. Et Mulhouse qui reste en fait seul deuxième, mais on peut quand même dire que c'est surtout grâce à l'inconstance de ses poursuivants qui n'ont pas su valider les bons résultats des précédentes journées. Ouais, effectivement, Mulhouse qui reste à portée de fusil de quelques équipes, notamment l'équipe de Massy qui a fait un bon résultat à domicile face à Angers, 31-28. Ouais, on en parlera là sur la fin, sur les tops et les flops, mais effectivement, les Franciliens l'emportent sur Angers et du coup prennent cette fameuse dernière place pour les playoffs à la trêve. Alors c'est un titre honorifique, puisqu'on sait que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais bon, c'est quand même pour eux important d'être à cette place à ce moment-là de l'année. Il a fallu toute l'abnégation et la volonté des Massicois pour stopper la série victorieuse des Angevins, et c'est une fois de plus le collectif qui a fait la différence pour les hommes de Benjamin Brault. Angers n'arrive pas à confirmer sa bonne série et du coup se retrouve, malgré ses dernières bonnes prestations, se retrouve 6e à la trêve et donc pas dans les clous pour les playoffs. Ouais. Il y avait un autre choc aussi, c'était celui en bas de tableau, malheur aux vaincus, Semur, Gonfreville et victoire de Semur 32-24 qui du coup cède sa lanterne rouge à son adversaire du soir. Effectivement, c'est les Bourguignons qui s'imposent dans ce duel de lanterne rouge, si j'ose dire. Du coup, les Normands se retrouvent derniers et Semur avant-dernier. Pourtant privé de Abdoulaye Issar avant le match, donc un élément important de cette équipe. Et de De Witt qui apparemment ne s'était pas remis de sa blessure contre Ponto et qui a juste fait le début du match. La troupe de Thierry Vamillier a mené tout de même toute la rencontre et a obligé Gonfreville à faire une espèce de course-poursuite au score tout au long de la partie.
mais grâce à leur ailier gauche Martin qui a été en chaleur, Semur cède sa place de dernier pour les fêtes de Noël. Mais bon, ils sont pas sortis d'affaire vu qu'ils sont toujours susceptibles de descendre en étant avant-dernier. Ouais, effectivement. Tu parlais des flops et des tops. Est-ce que peut-être que tu aurais mis cette équipe de Istres dans les flops parce que Istres n'y arrive pas, hein. Un match nul face à Ponto. Ouais, effectivement, hein, on verra tout à l'heure, ça fait partie des gros flops, même pas des petits flops, hein, mais Istres, là effectivement, Istres qui fait match nul à domicile contre Ponto. Ponto, mené de 7 buts, est revenu de nulle part, et ce match nul en terre provençale fait office de victoire pour les Franciliens. Depuis ce fameux match perdu à domicile contre Angers qui a fait couler tant d'encre, Ponto a su redresser la barre, et malgré les blessures à répétition, le mental de cette équipe s'autorise des exploits de ce type. Privé avant le match de Kojani, les croisés de Demeyer depuis le début de la saison. Et puis pendant le match de Guézen, Moreno, Marlin, les Pontellois arrachent vaillamment le match nul à Istres. Et Istres, finalement, qui lâche encore des points et reste englué dans le milieu du classement à la trêve. Alors il y avait aussi un match qui pouvait peut-être donner d'autres horizons aux gagnants, Nancy-Valence, et c'est Nancy qui l'a emporté sur le terrain de Valence, et du coup Nancy peut peut-être espérer monter plus haut, il est qu'à 2 points des playoffs. Ouais, effectivement. Alors Nancy en début de saison avait fixé comme objectif les playoffs. En milieu de saison, le président s'est un petit peu ravisé en disant que c'était le maintien. Donc je pense qu'ils allaient là-bas surtout pour se démarquer d'une équipe comme Valence qui, elle, a annoncé le maintien en début de saison. Et Nancy fait du coup une bonne opération face à un concurrent direct. Une fois de plus, les Lorrains prouvent qu'ils sont plus à l'aise à l'extérieur. Emmenés par un Lepinou à 11 buts, leur arrière droit, ils ont pu gérer leur fin de match sans trop de peur, même si Valence est revenu tout près sur la fin. Valence perd ici une occasion de battre une équipe qui risque de les embêter jusqu'à la fin de saison, et espérons pour eux qu'ils ne regrettent pas ces points en fin d'exercice lâchés à la maison. Ouais, et donc 13e journée très riche en petites surprises comme ça, et donc un point sur le classement avant de parler de la prochaine journée et la dernière de cette année. Ouais, effectivement. Donc du coup, ce qui va nous permettre d'enchaîner un petit peu sur un espèce de petit bilan de cette phase aller avec les tops, les flops ou tout simplement des confirmations. Donc toujours premier depuis le début de la saison, mais cette fois-ci tout seul. Donc Nîmes qui reste dans les objectifs fixés au début de saison, donc qui avait annoncé une première place et qui veulent monter directement sans passer par les playoffs. Nîmes a réussi pour l'instant à réaliser son objectif, et je dirais que ils ont fait plus de la moitié du chemin, même si paradoxalement on n'est qu'à la moitié de la saison. Comme on le disait il y a peu de temps, à part Mulhouse qu'ils ont reçu chez eux, ils ont été à Dijon, à Chartres, à Massy, à Istres, à Vernon. Donc c'est-à-dire qu'ils vont recevoir toutes ces équipes sur les phases retour, et on sait la difficulté d'aller s'imposer en terre gardoise, et donc du coup on peut dire qu'ils ont déjà fait un grand pas vers l'accession à LNH. Ouais, difficile d'aller les chercher, les Nîmois. Voilà, effectivement, je pense qu'il va être compliqué à aller chercher, et les autres équipes qui veulent accéder à l'LNH vont devoir se battre pour les places de barragistes. Alors ensuite, Mulhouse qui confirme, effectivement, malgré son irrégularité, notamment à domicile, Mulhouse finit quand même deuxième, seul deuxième avec un point d'avance sur Dijon. Donc c'est une confirmation puisqu'ils avaient annoncé les playoffs. Dijon, Chartres aussi, deux équipes qui prétendent aux playoffs en fin de saison sont dans les clous avec la 3e et la 4e place. Ensuite, dans les tops, j'ai mis Massy qui, en début de saison, repêché de N1 de dernière minute, annonçait simplement vouloir assurer le maintien, se retrouve, c'est une surprise, pas au vu du jeu pratiqué, mais au vu du début de saison, se retrouve 5e et donc barragiste éventuel en fin de saison. Donc ça, c'est un top. Je mettrai aussi dans les tops Valence qui est 11e, c'est sûr, toujours à la lutte pour le maintien, mais qui finalement, en tant que promu, a réussi à se démarquer des 2 dernières places. Ensuite, donc en continuant en descendant dans le classement, on retrouve Angers, Ponto, des petits flops, puisque c'est des équipes qui prétendent aussi aux playoffs. Il y en a beaucoup d'équipes qui prétendent aux playoffs, donc du coup, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais effectivement, Angers et Ponto se retrouvent 6e et 7e, toujours dans la course, mais avec trop d'irrégularité pour l'instant. Un gros flop pour moi, c'est Istres, qui est donc 8e du classement avec 26 points.
à 1 point des playoffs et qui a fait preuve d'irrégularité sur cette première phase. Déjà 6 défaites. Voilà, effectivement, 6 défaites. Bon, c'est compliqué. Espérons qu'il monte en puissance sur la deuxième partie de saison et qu'il fasse preuve de plus de régularité. Mais c'est vrai que c'est une grosse déception puisqu'ils annonçaient notamment pourquoi pas la première place à la lutte avec Nîmes et que pour l'instant ils sont même pas dans les barragistes. Donc c'est le plus gros flop de cette première partie. Avec Vernon aussi qui finalement se retrouve quand même 9e. Donc c'est un petit peu dur. Ils affichaient moins de prétentions évidemment que Istres, mais tout de même avec un set de tout premier ordre, ils pouvaient prétendre à mieux que cette 9e place. Ensuite, on retrouve Nancy à la 10e place qui elle aussi prétendait au play-off et qui a vécu une première partie compliquée. Ils ne sont pas encore décrochés puisqu'ils sont à 3 points des barragistes. Mais je pense qu'ils ne savent pas trop où se situer pour l'instant, s'ils veulent jouer le maintien ou les barrages. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Je mettrais un petit peu Besançon dans le même panier, qui avait annoncé aussi des objectifs assez élevés, qui se retrouve à la 12e place. Donc je les mettrais plutôt dans les flops. Et puis pour finir, Semur qui annonçait en début de saison le maintien, qui ne l'a pas assuré, donc ça va être compliqué. Et puis Gonfreville qui malheureusement fait l'apprentissage de la Pro D2 et qui se retrouve dernier malgré de bonnes prestations à domicile, qui laisse entrevoir pourquoi pas un maintien, ce qui les rendrait, je pense, les plus heureux du monde en fin de saison. Quand on regarde le classement un peu à cette trêve hivernale, entre le dernier Gonfreville et le 5e, c'est-à-dire le qualif pour les barrages, il y a 6 points, c'est pas énorme. Ouais, effectivement, ce championnat est très serré. On le disait déjà, c'est un championnat rigoureux, compliqué. Tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu lors de cette première phase avec Mulhouse qui perd à domicile contre Semur. Donc il y a Nîmes qui s'en sort bien quand même, qui est resté invaincu à la maison et c'est quand même une bonne performance. Donc je pense qu'ils sont quand même au-dessus du lot, hein, on l'a dit. Et on va le voir, je pense, encore plus s'accentuer sur la deuxième phase. Mais effectivement, ensuite, entre la 5e et la 14e, tout le monde se tient. Et ça va être une deuxième partie de saison palpitante. Et espérons que Chartres soit dans les barragistes à la fin. On l'espère tous pour avoir un excellent fin de saison pour toi Sébastien et pour tous tes coéquipiers. Avant de passer au set de la JPH, un petit mot quand même sur l'élection du meilleur joueur du mois parce qu'on sait que la JPH en est l'investigateur, me semble-t-il. Oui, c'est ça, effectivement. Michael Illes, élu meilleur joueur du mois de novembre par rapport à quelqu'un comme Tuzolanas, c'est pas mal pour un joueur qui a fait 3 mois depuis sa montée en LNH. Ouais, effectivement, c'est une distinction individuelle qui est importante, je pense, pour chaque joueur. Et puis en plus, c'est les fans qui votent, donc c'est toujours sympa d'être reconnu par ses fans. Donc je pense que Mika doit être content. Mais comme j'ai pu le lire sur certains réseaux sociaux, comme c'est un joueur de collectif, je pense qu'à l'heure actuelle, il aurait bien échangé cette place contre quelques points supplémentaires au classement pour éviter à Aix d'être encore dans le bas du classement. Mais bon, espérons que ses performances individuelles permettent à son équipe de sortir un petit peu de ce bas de classement et de rester en LNH parce que comme ça lui permettra de rester exposé, de montrer ce dont il est capable. Ouais, effectivement, hein, c'est vrai, on remercie, on félicite Mika. On va passer au set de la JPH, Sébastien, avec la Pro D2 pour commencer. Ouais, ça marche. Alors en Pro D2, j'en ai parlé un petit peu, l'ailier gauche, donc Nicolas Martin qui réalise 9 sur 12, donc l'ailier gauche de Semur, avec une victoire donc de Semur contre Gonfreville. L'arrière gauche, un taulier à ce place-là qui nous a encore claqué 12 buts, Guillaume Serina. Un deuxième Nîmois parce que sur cette journée, je pense que le gros match, Nîmes-Mulhouse, c'était un gros match qui a dû être un match de haut niveau. Donc on a voulu aussi récompenser un deuxième Nîmois, donc Nicolas Zeins qui fait un bon début de saison, transfuge de Montpellier, qui réalise 6 sur 8 avec une passe décisive sur le poste de demi-centre. Sur le poste d'arrière droit, Benoît Lepinou, première fois nominé sur le set de la semaine, qui réalise 11 sur 13 avec Nancy et cette belle victoire à l'extérieur à Valence. Florent Joly, il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe justement à domicile, mais il réalise quand même 7 sur 9. C'est une belle performance.
Greg Carnier à Massy qui réalise un sans faute, 5 sur 5 et une belle performance de Massy contre Angers. Donc ce grand pivot qui a fait preuve d'adresse. Et puis dans la cage, un habitué quand même, Nebojša Stojinovic qui a encore éclaboussé de sa classe cette rencontre à Vernon et qui fait 18 arrêts. Donc quand on a un gardien qui fait 18 arrêts, c'est sûr qu'on voyage mieux, quoi. Ouais, on a une excellente équipe sur le papier qui ferait rêver pas mal d'entraîneurs de Pro D2. La LNH, les 7 de la JPH, Seb. Ouais, bah alors effectivement, à l'aile gauche, un habitué, Raphaël Cocheteux, donc de Saint-Raphaël, qui fait 8 sur 9. Olivier Gnocas n'a pu empêcher la défaite de son équipe, mais réalise quand même 10 sur 14 sur le poste d'arrière gauche, ainsi que Ekel Meganem avec Saint-Raphaël qui réalise aussi 10 sur 14. Sur le poste d'arrière droit, ça a été un peu plus compliqué de trouver, puisque ayant vu en direct la prestation de Copillard avec son équipe de Paris, mais qui prend un rouge, donc du coup ça a un petit peu stoppé sa performance, donc du coup on a décidé de récompenser Malmagro, le Montpellierin, avec 5 sur 7. À l'aile droite, un habitué aussi de ces dernières semaines qui finit en trompe cette année, c'est Mathieu Drouin avec 6 sur 9. Sur le poste de pivot, on a vu que Mohamed Mokrani avait brillé à la Coupe de la Ligue, mais on voit que sa doublure Avgour brille tout aussi bien en championnat, donc avec un 8 sur 9. Et puis enfin, Cyril Dumoulin, habitué aussi du set de la semaine, qui fait 18 arrêts et qui permet à Chambéry d'aller s'imposer lors de cette dernière journée à Cesson. Eh ben, c'était l'un des derniers en direct sur Radio Talk Sport 7 de la JPH, parce que vous le savez très bien que le 24 et le 31 il n'y aura pas d'émission, ça sera des podcasts que vous pourrez choisir, on en parlait tout à l'heure. Donc Sébastien, on a fait le tour complet de la Pro D2. Et si tu as quelques mots à nous dire pour la fin de l'année à nos auditeurs, à tes coéquipiers, à tes amis. Du coup, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Profitez bien de ces petits temps de vacances pour les handballeurs, pour les auditeurs aussi qui sont en vacances. Profitez bien des repas, profitez-en pour bien vous casser le ventre. Sinon, je souhaite aussi de bonnes fêtes à mes coéquipiers de la radio, donc à toi-même, à Ben et à Mika. À Stan, et puis j'espère que vous allez bien vous régaler et profiter bien de la vie. C'est le top, les vacances, donc profitez-en. Et retour le 7 janvier. Retour le 7 janvier, bien sûr, pour une nouvelle année. Je pense plein de rebondissements. On va encore bien s'éclater tous ensemble, donc je vous dis à la rentrée et bonne année déjà à l'avance. Merci Sébastien, et écoute, bonne année à toi et à tous tes proches, et puis on se retrouve le 7 janvier. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.